Alors, l'été dernier, en août 2017, Manuel Bartual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel. Juste à côté de la plage, tout était magnifique, il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être, en tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul. Pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Là, ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très vite, mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Oh j'étais bien là. Oh j'ai peur d'un coup, fils de pute de Cyril qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit il se met à reconnaître des mots et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases, c'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel, donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu. Ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus aient une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre, c'est quoi ce bordel? Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte, c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur. Que tu pilotes. Je suis vieux, c'est bon, c'est officiel. L'hôtel, ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que t'oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà, il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment, on est bien. On est bien, je vous dis, vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt. Voilà, ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt. C'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est les goûts vestimentaires, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là, il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lui au réfectoire. Au self. Je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui. Et cette fois, il parle clairement, avec chaque mot parfaitement dans l'ordre, contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse. C'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu t'inquiète tout va bien avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Ouais là y'a rien qui fait peur, c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé, c'est à dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour, mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque. Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui a accompagné Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Et n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé, donc il commence à être un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à 2 reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu. Il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là, Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider, Manu il met une photo de lui juste derrière. Et effectivement, c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage. Juste derrière on l'a vu, il a commandé un burger et un soda et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là, dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. Il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain, il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là. Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve. Alors,
Sur du PQ, oui c'est drôle, sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise, y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Mais c'est vrai. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui, mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague. Putain, le coup de pression, sa mère. Le message, c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors ça le stresse, parce que dans le meilleur des cas, c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de se dire, putain, quelqu'un est entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc notre Manu, là, il est en PLS, vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a deux Martin. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement? Parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328, il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8, ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à deux mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Hallo? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vue sur l'une des deux piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qu'il a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. Oh, c'est flippant. Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu, il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait. Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu ça le rend ouf. À partir de là, il n'y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Et c'est normal, et nous-mêmes si on était victimes de trucs comme ça, on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger Things, bordel. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à 3 km, il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre, il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel et réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant, il appréhende vraiment ce qui va se passer. Il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui, sauf que tout est inversé. Par exemple, pour rejoindre les chambres, il faut forcément passer devant la piscine. Et là, la piscine est sur sa gauche quand il passe devant. Alors que dans son hôtel à lui, elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur, il arrive à l'étage et il nous dit que normalement, pour aller à sa chambre, il prend à gauche. Sauf que là, à gauche, c'est un cul-de-sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ce soir-là, Manu, il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel. Et ce qui se passe est très bizarre. Hein? Mais mec, il est où le moment où
t'a toqué ou t'as attendu quelqu'un ouvre? T'as complètement paniqué là. 1 heure plus tard, Manu est de retour à son hôtel et nous dit bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je sais, j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai juste testé la carte. J'avais une obsession avec ça et ça a marché. La porte s'est ouverte. Alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe, il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel. Le mec qui le ressemble comme 2 gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde d'un air énervé, commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là, il réalise que c'est chaud, que ça va trop loin. Il change. Je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars, je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant. Tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21 h, il y a plus personne. Et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Et il pleut à torrent. Putain, je vais ouvrir la porte, il y aura Squeezie 2 qui sera derrière, c'est sûr. Oh, finissons-en, bordel. Il se dit, ok, c'est mort, je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain, Manu, il va à l'aéroport et la personne à l'accueil de l'aéroport lui dit, bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour 2. Alors qu'il a réservé tout seul, il a pris qu'un billet. Alors Manu, il comprend pas, il est confus et au final, il peut prendre l'avion et rentre dans l'avion. Et il rentre chez lui. Wouh, c'est fini, yes. Et Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas, non. Et ce qui suit est encore pire. En arrivant chez lui, le portier lui dit putain, vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu, alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait 1 semaine qu'il est parti. Alors il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 7 jours. Et le portier lui répond bah non mec, t'es parti il y a vraiment quelques minutes. Et en plus de ça, tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais. Alors tiens, je te le donne. Là Manu, il comprend rien. Il prend le paquet qui est pour lui, il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil Twitter imprimé. Et en retournant la feuille, il y a un message qui est marqué et qui dit arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Il se chie dessus, alors il décide d'aller acheter à manger. Il retourne chez lui et là en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Bah la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui, je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là, Manu, il va voir la police, il leur explique, il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel. Il dit regardez, il y a un mec qui me suit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça va pas, on dirait mon putain de clone, c'est flippant. La police le regarde bizarre, le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, sa poignée, elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu, il dit putain, j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel, mais c'est impossible parce qu'avant d'aller voir les policiers, j'étais chez moi et en rentrant chez moi, j'ai dû ouvrir la porte, mais j'ai pas la carte de l'hôtel, elle est restée à l'hôtel là-bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois? Il commence à péter un câble con de Manu, putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel. Et en voulant partir, il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui, il la trouve plus, il peut plus sortir de là. Et il ressent un truc bizarre, c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup, il trouve enfin une fenêtre, il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel. Alors qu'il est chez lui, il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que sur la photo, nous on voit juste sa rue, on voit pas du tout la piscine. Là, Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui, il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain. Mais elle ressemble pas à sa salle de bain, c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain, regarde Manuel qui est au sol, sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut, il bouge plus. Et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème, que il va y passer, mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire. Et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore. Et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec qui était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Merci pour tout. J'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel. Si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé. Fin. Tout a commencé le 7 août dernier, lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir, c'est horrible, a publié le tweet suivant. Bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Je vais tourner toutes mes vidéos comme ça, ce plan est génial. À ce moment précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans leur boîte crânienne, pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite. C'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation? Je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straphs, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok?
Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie et il y a une fille qui lui dit hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi il répond qui ça? Il est mort, il apparaît seulement à minuit et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David. Mais n'osez jamais lui poser une 3e question ou il vous tuera. Alors là, on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses, elles sont toutes fausses. Je l'ai fait moi Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama mec, j'ai failli me pisser dessus, il s'est rien passé. Après peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche, faut dire ce qui est bon. Là notre cher Adam nous dit qu'il se chiait dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal hein, vu sa gueule, je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne, bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même quand j'étais petit j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors Dear David, comment es-tu mort? David répond alors un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande qui a poussé l'étagère. Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam. Alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Pardon, excusez-moi, je nique le suspense. Mais j'adore faire des blagues pour désamorcer parce qu'au fond là j'ai très peur. J'ai pas envie de voir David dans mes rêves cette nuit vraiment. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Pendant 48 heures, mais oui on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets ils pourraient bouger, il ferait ouais c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée en mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard Adam il a une trop bonne idée, il télécharge une application qui dès qu'il y a du son ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin il se lève et il voit que dans l'application il y a 33 enregistrements, ce qui veut dire que dans la nuit il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns c'est aussi le bruit des voitures qui passent, mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. Mais c'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano, c'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David.
vide. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo, et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David, qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas, alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit, bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là, il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique-là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve, et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il reçoit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas, en disant, regarde, il y a un truc là, alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé, qui regarde dans le vide. Mec, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats, et là, ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois il voit ça, ce qu'il pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe, il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone, que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... Ça a commencé le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas, moi en tout cas j'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste. Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide au Tweetos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple je sais pas moi pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui. Vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne danger SOS. It is dire for you to evacuate because you they are not human. SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne danger SOS. Il est terrible pour vous d'évacuer. Soyez prudents, ils ne sont pas humains. SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusqu'à là on peut se dire putain c'est un canular, je suis pas le seul à l'avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur mais voilà bon bien joué la blague. Juste là moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague mon gars. Dans le message à la fin il y a aussi une série de chiffres. 042936
Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont trop regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent mon gars. Et ils enquêtent très bien putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange. Et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires. Et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue, j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion et est-ce que ce que Ty a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Ty? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Ty. C'est un peu gros comme théorie, là on commence à se dire ok on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain Ty reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Aujourd'hui on va parler de ce qui est arrivé à Ryan alias Lust for Love sur Twitter. En août dernier, décidément c'est là où toutes les histoires d'horreur commencent apparemment. Le mois d'août, ne sortez pas de chez vous. Ryan s'est vu demander par son voisin de garder son chien pour la modique somme de 40 $ par jour. Ce qui est carrément cool, vraiment. Il décide de partager la nouvelle à sa communauté en disant: putain, ma voisine m'a demandé de garder son chien la semaine prochaine, elle m'a dit qu'elle me donnerait 40 $ par jour et je dois le garder 5 jours. 3 jours plus tard, Ryan nous dit qu'il a rendu visite à sa voisine et qu'il a des trucs à nous dire. Premièrement, quand il est arrivé dans la maison de sa voisine, il faisait complètement noir. Alors qu'il était 19 h et en plein mois d'août, il fait pas nuit du tout à 19 h. Et quand il dit qu'il faisait complètement noir, c'est qu'il faisait complètement noir, on voyait que dalle dans la baraque. Apparemment, cette dame, elle a 40 ans et elle vit seule dans une maison immense. Ryan nous indique qu'il a pas de problème avec ça, qu'il juge pas, mais c'est toujours effrayant de voir quelqu'un qui vit seul dans un endroit 10 fois trop grand pour lui. Non pas qu'on est jaloux ou quoi, mais on se dit putain, il vit seul là-dedans, ça lui fout pas le cafard. Ou alors ça se trouve il était pas seul et sa famille est morte. Il nous dit ensuite qu'il était un peu en flip parce qu'elle parlait d'une manière bizarre et dès qu'elle parlait, elle avait besoin de toucher des parties de son corps à Ryan. Très bizarre, très tactile la dame. Ryan nous cache pas qu'il passe un très mauvais moment quand il la rencontre, mais il se dit bah les couilles, c'est que pour 5 jours et je vais me faire de l'argent, allez on y va. La dame finit donc enfin par l'amener dans une pièce sombre dans laquelle se trouve le chien dans une petite cage. La dame lui dit alors de le garder dans la cage quand il s'en occupe et de le laisser sortir uniquement quand il a besoin de faire pipi. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chien il est pas fait pour être en cage dans une pièce sombre et humide. Tu le laisses gambader dans ton jardin, tu sais pas, un chien c'est un être vivant comme nous, il a besoin de kiffer sa vie un peu. Ouais, je passe un message, ouais, ok. Alors il continue de parler et la dame lui dit qu'elle a déjà dû faire appel à des gens pour s'occuper de son chien mais que certains d'entre eux l'ont empoisonné et elle a donc dû s'occuper de leur cas. Des gens qui ont empoisonné son chien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce moment-là, Ryan se dit qu'il va laisser le boulot à quelqu'un d'autre, que c'est beaucoup trop glauque, beaucoup trop bizarre l'ambiance dans cette maison, comment elle est cette dame. Et puis au final, il pense à l'argent. Il se dit franchement il y en a que pour 5 jours, je vais m'occuper d'un chien qu'elle traite probablement comme une merde. Une fois le boulot terminé, je la reverrai plus jamais de ma vie, bah les couilles, allez j'y vais. Ryan rentre chez lui, on est le 15 août et il commence à garder le chien le 16 août. Donc le lendemain. Et il nous fait une petite blague, il nous dit de pas nous inquiéter, qu'il réussira à trouver où elle cache les cadavres des gens qu'elle a tués. Bonne blague Ryan, bonne blague. Attends donc de passer la nuit seul dans cette maison. Nous sommes le 16 août, Ryan va chez sa voisine. Il nous met ensuite une petite vidéo de lui qui marche dans la maison et effectivement cette putain de maison elle fout le cafard mec.
Quel cauchemar, putain. On croirait la maison dans Resident Evil 7, tu sais, où il se trouve au milieu d'une famille glauque, quoi. Je suis sûr que c'est cette maison là en fait qu'il y a dans le jeu. On va pas se mytho, c'est aussi la manière dont c'est filmé. Il est avec son téléphone en mode flash, ça rend tout glauque. Bref, il fait un petit tour dans les chambres, voir s'il y a personne. Il prend des petites photos pour nous montrer. Mais il met une vidéo d'un truc qui retient quand même son attention parce que c'est extrêmement glauque. Mec, pourquoi il y a une poupée assise sur une chaise qui regarde le lit? C'est probablement la même chaise d'ailleurs que celle où David s'assoit la nuit quand... Tout est glauque, regarde le matelas gros. Y a pas de drap dessus, c'est deux matelas empilés. Même l'horloge et le tableau ils sont posés par terre sur la moquette, ils sont plus accrochés au mur mec, c'est trop bizarre. À ce moment là tout le monde dit à Ryan de se barrer. Y a même une meuf qui dit: tu peux vivre même sans les 200 $, mais tu ne peux pas vivre si tu n'es plus en vie. Cours. Elle a raison. Ryan continue de faire un petit tour de la maison, c'est normal, il va y dormir pendant 4 jours, il a plutôt intérêt à être au courant de ce qu'il y a dedans. Il nous dit que toutes les pièces de la maison sont ouvertes sauf une seule dont il n'a pas la clé. Selon lui, cette pièce mène au sous-sol. Sous-sol dans lequel se trouvent peut-être les gens que cette dame a tués, je sais pas. Ryan remarque aussi quelque chose d'autre, c'est que depuis qu'il est arrivé dans la maison, il y a un vieux poste radio qui fait du bruit, qui grésille. Comme si vous savez, elle l'avait mis entre deux stations, donc il n'y a pas de musique, ça fait juste du bruit. C'est juste flippant gratuitement. Ryan prend une autre photo d'une des bibliothèques de la maison dans laquelle se trouvent beaucoup de livres de républicains extrémistes blancs. Ryan se dit que c'est bien le genre de personne qui serait capable de commettre des meurtres. Ryan nous envoie ensuite une vidéo dans laquelle il pense avoir entendu un bruit venant de derrière une porte. À vous d'en juger. Clairement là il faut partir en courant. Il faut arrêter de faire comme dans les films d'horreur là, quand le perso principal il entend du bruit, on sait clairement que c'est un esprit qui veut lui couper la tête, mais il y va quand même, on sait jamais. Mais part en courant. Putain ça m'énerve ça. Quelqu'un lui répond en disant: n'ouvre pas la porte tant que tu n'es pas absolument certain que c'est une personne réelle derrière et pas un esprit. Et un autre mec lui dit: mais ils traversent les murs les esprits putain. Je trouve ça drôle. Désolé, ça me fait du bien, ça me fait décompresser là de cette histoire de merde encore d'horreur là. Ryan nous dit ensuite que l'un de ses followers a remarqué un truc bizarre avec la poupée sur la vidéo qu'il a mise. Alors il décide de retourner pour checker de ses propres yeux. Ryan poste alors une vidéo en disant qu'il était en chemin pour la pièce où il y a la putain de poupée de ses morts et il a entendu un bruit venir du plafond, plus précisément venir de la ventilation. Mais arrête, fuis gros. Et le chien dans l'histoire gros, t'es là pour t'occuper du chien mec, t'es même pas avec lui. Non mais c'est vrai ou pas? Ryan nous dit qu'il a une nouvelle fois entendu un bruit venir de la porte d'entrée de la maison et il décide de prendre une vidéo à travers l'œil de la porte pour nous prouver qu'il y a bien personne devant la putain de maison. Putain, je deviens parano avec ces vidéos là. Le chien a envie d'aller dehors pour faire ses besoins, mais Ryan nous dit qu'il a trop peur d'ouvrir n'importe quelle porte de la maison, y compris la porte d'entrée, donc ça va attendre. On peut clairement le comprendre, on ferait la même dans sa situation, mec. Franchement, le chien, je le mets dans l'évier ou au-dessus des toilettes, tu vas te démerder, tu vas apprendre à faire pipi comme un humain pendant 5 jours. Voilà, après je me casse, c'est bon. Non, vraiment, c'est chaud. Ryan fait alors une autre découverte. Il se trouve que sous l'un des lits dans une pièce, il y a des putains de clous. Oh, elle montait un meuble Ikea, elle a fait tomber quelques outils, elle a pas fait gaffe. J'espère. Ryan, pourquoi tu ne pars pas en courant? Mais explique-nous. Ah, tu n'as pas de jambes. Ah bah il fallait le dire. 18 minutes après, qui paraissent une éternité pour les gens qui suivaient le thread en direct, Ryan donne des nouvelles. Il dit qu'il est toujours vivant et que quelque chose est arrivé. Il dit qu'il a entendu quelque chose tomber par terre dans la pièce où se trouve la poupée. Il nous rappelle qu'il n'a touché à rien dans cette pièce, qu'il n'a bougé aucun objet. Il décide alors, plutôt que de rentrer chez sa mère en chialant en appelant la police, de retourner dans la pièce où il y a la poupée pour voir ce qui s'est passé. Vidéo. Vous l'avez vu ou pas? Regardez bien par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, un truc a changé. La tête de la poupée a bougé. Cette salope de poupée a bougé. C'est horrible. Un des followers de Ryan a une bonne idée en lui demandant de regarder dans les étagères où il y a des bouquins s'il y a un bouquin sur le paranormal. Peut-être que ça pourrait indiquer que la propriétaire de la maison, elle fait des trucs un peu bizarres, des rites ou on sait pas trop quoi. Et ça pourrait expliquer ces phénomènes, paranormaux ou pas, que pour l'instant Ryan n'arrive pas à expliquer lui-même. Et devinez quoi? Il en trouve un. Et il nous envoie une petite photo de ce bouquin. Ryan se rend compte qu'il est seulement minuit alors qu'il a l'impression que ça fait 6 heures qu'il est dans cette putain de maison. Il dit alors qu'il veut pas être comme la fille qui meurt dans tous les films d'horreur, mais il demande aux gens s'il doit rester ou pas pendant l'heure la plus flippante qui est de minuit à 1h du mat. Il se met alors à revoir des tas de messages de gens qui lui disent: mec, prends tes clics et tes claques, le chien, et fuis. Et certains de ces messages le font vraiment flipper, notamment un mec qui lui indique s'y connaître pas mal en tout ce qui est sorcellerie et paranormal, et que mettre des clous sous son espace de vie intime peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que la personne essaye de repousser quelque chose de sérieux et d'agressif, ou alors qu'il y a des zones maudites dans la maison. Ryan décide alors de se barrer de la maison
On ne sait pas s'il a pris chien ou pas. On ne sait pas si tout ça est vrai. Mais putain, ce que c'est flippant. Les amis, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez dormir. Je suis un escroc. Je trouve ce thread génial parce que ça peut tellement nous arriver de les jobs d'été où tu dois garder un enfant, tu dois garder un chien. Bref, tu dois aller dans un autre endroit, une autre maison. Et tu découvres les lieux et tu découvres avec les lieux des trucs qui sont un peu bizarres, qui font que t'es pas très serein quand même. Et puis tout part en vrille et en plus à cela s'ajoute la paranoïa et c'est terrible quoi. Dans ces situations, tu deviens parano de fou mec. T'as plus aucune objectivité. Pour toi, tout te veut du mal et tout est vilain. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu différent des deux threads qu'on avait déjà fait, mais j'aime bien varier un petit peu les plaisirs si je puis dire. Dans celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas la fin. Le mec est pas allé jusqu'au bout, il est pas resté et c'est cool. Il a pas été le personnage héroïque dans un film d'horreur qui est con et qui meurt. Ça fait plaisir, on peut être que content pour Ryan. Selon vous, qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de maison mec? Moi je trouve juste que l'histoire de la poupée c'est trop flippant. Ryan il a jamais dit si tout ça était fake ou pas, mais en tout cas ça a l'air tellement vrai, ça a l'air encore plus vrai que les deux autres threads, je trouve c'est horrible. Du coup c'est un peu moins flippant, mais comme ça a l'air grave vrai, bah c'est plus flippant en fait au final. Voilà, je suis en PLS comme à chaque fin de vidéo comme ça. Au moins il est 18 h, il fait bien jour, c'est bon, je suis bien. On est loin de l'orage et de la nuit de la dernière fois. Et bah je vous fais des bisous et qu'est-ce que je vous souhaite? La bonne nuit. Allez ciao. Nathan commence son thread en disant qu'il vient de recevoir un autre message, on sait pas de quoi il parle, que ce message là est pire que les autres et que là il a besoin de catalyser tout ça dans un thread. Mais de quoi parle-t-il? Nathan nous explique que sa copine est morte le 7 août 2012 dans un accident de voiture alors qu'elle revenait du travail. Plus précisément, il y a une voiture qui a grillé un feu rouge à un carrefour et qui est rentrée dans la voiture de sa copine et sa copine est décédée dans les minutes qui ont suivi l'accident. C'est tragique. Nathan nous dit qu'au moment de l'accident, ça faisait presque 5 ans qu'ils étaient ensemble, que lui il pensait à se marier avec elle mais elle était pas très chaude, c'était pas trop son délire. Mais Nathan nous dit que si le mariage c'était son délire, il l'aurait épousée au bout de 3 mois de relation, il était fou amoureux d'elle. Nathan prend le temps de nous dire que c'était une fille géniale, qu'elle aimait toucher à tout, qu'elle adorait aussi bien le camping que la technologie, qu'elle a toujours senti la cannelle. Il donne plein de détails comme ça, mais en fait il nous dit qu'il a besoin de nous décrire la personne formidable qu'elle était avant de décrire autre chose de beaucoup plus bizarre et étrange. Et ça aura son importance plus tard, donc écoutez bien. 4 septembre 2013, c'est là où le cauchemar commence pour Nathan. Nathan a pris soin de laisser le compte d'Emily ouvert comme si elle était encore vivante pour pouvoir se balader dans ses albums, aller écrire un petit message sur son mur, bref tout ce qui peut lui rappeler sa bien-aimée et lui faire du bien. Voilà, chacun sa manière de faire son deuil et d'essayer d'aller mieux, on le jugera pas. Je sais pas si j'ai dit mais sa copine elle s'appelait Emily. Voilà, si jamais, je suis une merde. Nathan nous dit qu'il avait donné le mot de passe du compte Facebook de Emily à la maman d'Emily qui s'appelle Suzanne. Il précise qu'elle va zéro sur l'ordi, elle a dû passer 3 minutes sur Facebook sans rien comprendre à ce qui se passait. Mais bon voilà, si jamais elle avait besoin de faire comme Nathan et d'aller voir ses photos, ses messages, tout ça, elle pouvait le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 4 putain de septembre 2013 Lucas? Eh ben Emily elle a envoyé un message à Nathan. Eh oui, c'est pas terrifiant mec. On voit un morceau de conversation au-dessus. Ça c'est des messages qu'il lui a envoyés juste quand il avait le besoin de lui parler, comme si elle était encore là. Et là Emily répond bonjour. Oh putain. Ce à quoi Nathan répond, Suzanne, vous êtes sur le compte d'Emily. Il a filé les comptes à Suzanne, la maman d'Emily. Il se dit que c'est sûrement elle et qu'elle a oublié de se déco et de se reco sur son compte. Elle connaît pas trop la technologie. Et il a raison, il rationalise, il a raison. Mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être vraiment Emily. Ok, on continue. Ah là, je sais que là, vous commencez à vous dire, oh, ça commence à être intéressant cette histoire. Nathan se précipite alors sur son téléphone pour appeler Suzanne et lui demander si c'est elle qui s'est connectée au compte de sa fille. Et Suzanne lui dit qu'elle ne s'y est pas connectée depuis la semaine où sa fille est décédée. C'est chaud, mec. Nathan se dit alors qu'Emily connaissait beaucoup de monde et que c'est sûrement l'un de ses pseudo-amis qui connaît un peu le game de la technologie et qui a récupéré son mot de passe, qui veut juste le baiser de la pire façon et lui faire du mal pour rien. Le 16 novembre, donc 2 mois après le premier message, Emily lui envoie un nouveau message. Allons se balader sur le sentier ce dimanche. Nathan a pris soin de flouter le sentier en question pour pas que les gens y aillent ou qu'ils retrouvent vers où ils habitent. Bref, il a raison, il se protège. Et en voyant ça, Nathan il remarque un truc, c'est que c'est des messages que Emily a vraiment envoyés de son vivant des mois auparavant. Il se rend compte qu'en gros, l'usurpateur d'identité qui est sur ce putain de compte, il s'amuse à remonter la conversation et à remettre des messages qu'elle a vraiment envoyés de son vivant à Nathan. C'est horrible. Nathan répond alors bon bordel t'es qui? Ce à quoi Emily répond les roues du bus. Ce message est chelou mais Nathan nous précise qu'en fait ça vient d'une discussion qu'il y a eu entre lui et Emily beaucoup plus tôt quand ils étaient en train de planifier un road trip qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle est décédée avant malheureusement et en gros ils s'envoyaient des musiques à télécharger pour les mettre dans la voiture pendant le road trip. Nathan demande alors à la fausse Emily de dire qui c'est qui fait ça et la personne en face ne répond pas pendant plusieurs mois. Vous imaginez? Il y a quelqu'un tous les 2 mois il t'envoie 1 ou 2 messages avec le compte d'une personne qui est décédée et que t'apprécies énormément et tu sais pas qui c'est. 3 mois plus tard en février 2014 Nathan il va sur Facebook et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Emily s'est taguée sur des photos de lui. Et en arrivant sur la photo, il s'aperçoit que le tag est là où elle se trouvait quand elle était encore vivante et qu'ils étaient ensemble à l'appartement même. Donc c'est hyper glauque. Et là, Nathan, il se dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ça devient vraiment glauque. Là, on est plus sur une simple blague de quelqu'un qui se connecte sur le compte de la personne pour t'envoyer des messages, qui est déjà très chaud à faire quand même. Faut vraiment être taré. À partir de là, Nathan, il a une réaction très humaine. Il nous dit qu'il dort presque plus la nuit. Il est
hyper en colère parce qu'il sait toujours pas qui fait ça et dans quel but, et ça le rend ouf parce que c'est abusé de faire ça. Ce truc là, ça a déclenché un autre problème, c'est que les amis d'Emily ont vu qu'elle se taguait sur des photos de Nathan. Une partie d'entre eux ont simplement pensé qu'il s'agissait d'un bug informatique, comme il y en a tout le temps sur tous les sites du monde, ça peut arriver. Mais le problème, c'est qu'une autre partie des amis ont pensé que c'était Nathan qui était en train de péter un câble, de tomber dans la folie et qui se connectait sur le compte de sa copine pour la taguer sur des photos de lui. Il a donc perdu des potes qui trouvaient ça horrible qu'il fasse ça, alors qu'il a jamais fait ça. Mais c'est horrible, vous vous rendez compte, déjà tu vis le truc, tu prends cher dans la gueule et en plus tu perds des potes qui te prennent pour un putain de psychopathe, c'est l'enfer. Un mois plus tard, Emily continue à être taguée sur des photos de Nathan et Nathan décide d'envoyer un message à ce qui suppose être le hacker d'Emily. Dans son désespoir, il lui dit: mec, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu continues de la taguer? Voilà, pour faire réagir, lui montrer que c'est juste triste de faire ça et ça lui fait beaucoup de mal et c'est débile. 10 jours plus tard, Nathan reçoit de nouveaux messages. Elle lui envoie plusieurs bonjours parce qu'il répond pas au tac au tac. Nathan lui dit que c'est vraiment dévastateur, qu'il comprend pas pourquoi cette personne prend du plaisir à faire ça. Et là, Emily lui répond un truc un peu bizarre. Elle lui dit: OMG, des bougies parfumées à la cannelle. Et on se souvient ce que Nathan a dit au début, qu'elle sentait beaucoup la cannelle. Nathan, sous la colère, lui dit d'aller en enfer. Et Emily répond: pourquoi tu fais ça? Parallèlement à ça, Nathan, il allait sur des forums techniques pour trouver comment traquer quelqu'un qui se connecte à un compte Facebook, le retrouver avec l'adresse IP. Il a même essayé de contacter Facebook. Bref, il cherchait un moyen de trouver qui était derrière ce putain de compte. Facebook lui a fait ses retours et en fait, les connexions ont lieu sur son PC ou celui de Suzanne ou celui de son bureau. Bref, que des PC à lui en fait, où il y a que lui qui a accès, donc il comprend pas. Il reçoit une nouvelle vague de messages d'Emily. Il répond: je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi tu continues à faire ça, s'il te plaît arrête. Et c'est là où Emily va lui répondre un truc qui va définitivement faire flipper Nathan, où pour une fois il va commencer à se dire: putain, c'est bizarre, là on dirait vraiment que c'est Emily qui a le compte et pas un usurpateur. Emily va réutiliser les mots qu'il vient de dire: s'il te plaît arrête, je ne sais pas ce qui se passe, Nathan, je ne sais pas ce qui se passe. Comme si c'était pile les phrases qui manquaient à Emily pour pouvoir dire à Nathan qu'elle comprend pas ce qui se passe, ce qu'elle ressent là, c'est trop bizarre. Une semaine plus tard, Emily lui envoie les messages les plus flippants qu'elle ait pu lui envoyer dans cette conversation et ça me fout le cafard mon gars. À partir de là, ça part en couille. Elle lui envoie aïe avec une étoile, donc probablement un message de Nathan ou d'Emily qui s'est corrigé. Puis -12, -15. Puis elle utilise une phrase que l'un des deux s'était envoyé auparavant, comme d'habitude: mon pull est dans le sèche-linge et il fait très froid dehors. Vraiment froid dehors. Froid, froid, Nathan, s'il te plaît arrête. Et là, pour la première fois, elle compose un mot avec des morceaux de mots et de phrases qu'il y a eu dans la conve et elle écrit freezing, ce qui veut dire glacial. Et puis elle rebalance la fameuse phrase que Nathan lui avait dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Nathan nous dit qu'à partir de là, il commence à faire des cauchemars parce que c'est un peu trop pour son petit cœur. Et il fait le même cauchemar en boucle, il rêve qu'elle est dans une voiture bleue et grise gelée, que lui se trouve à l'extérieur de la voiture, qui frappe contre la vitre en lui disant: sors, 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 rejoins-moi, et qu'elle le regarde même pas, elle l'entend pas, elle est keblo dans la voiture dans le froid. Et c'est horrible, voilà, tout simplement. 2 semaines plus tard, Nathan se met une grosse caisse dans la gueule, il se bourre littéralement la gueule. Nathan lui envoie des messages, il lui dit: je suis vraiment bourré, tu me manques, peu importe qui se connecte sur ce compte, j'en ai rien à foutre. Je continue à rentrer du travail et à espérer te voir sur l'ordinateur. Est-ce que je devrais pas être habitué à ça maintenant? La réponse d'Emily à ça, c'est ce qui va pousser Nathan à transformer sa page en Memoriam, c'est-à-dire son compte n'existe plus, c'est juste que des souvenirs. Il est plus possible d'envoyer des messages avec ce compte-là, il y a plus, toutes les photos disparaissent, il me semble. Bref, c'est ce qu'on fait quand une personne est décédée pour lui rendre hommage et tout le monde peut écrire un petit mot sur le mur. J'espère que vous avez jamais connu ça autour de vous, mais c'est possible de faire ça sur Facebook et au final, c'est une bonne chose, je trouve. Emily lui a tout simplement répondu: just let me walk, qui veut dire laisse-moi juste marcher. Pourquoi ça trouble profondément Nathan? C'est une phrase qu'elle lui avait déjà envoyée quand elle était encore vivante parce qu'il avait insisté pour la ramener chez un ami, sauf qu'elle voulait marcher donc elle lui avait dit laisse-moi juste marcher. Bref, pourquoi dans ce contexte-là c'est glauque? C'est parce qu'en fait lors de l'accident de voiture, les jambes d'Emily ont été sectionnées en diagonale. Je vous épargne les détails mais c'est horrible et c'est ce qui peut vraiment arriver en plus dans un accident de voiture, donc conduisez avec prudence. Qu'elle lui réponde laisse-moi juste marcher, c'est pas anodin pour lui et là il vrille. Ça part en Memoriam et malheureusement ça va être encore pire pour lui après. Pour qu'on comprenne ce qui se passe après, Nathan nous envoie un screen de la conversation le jour où Emily n'est pas rentrée à la maison parce qu'elle a eu son accident. Habituellement elle rentrait tous les jours du travail aux alentours de 16h et là à 17h30 elle était toujours pas rentrée, donc Nathan s'est dit qu'il allait lui envoyer des messages pour prendre des news. Il lui a demandé si elle était sur le chemin du retour, puis il lui a demandé de l'appeler quand elle verrait ce message. Il dit qu'il a appelé son taf et qu'ils lui ont dit qu'elle était partie à 16h, qu'il commence à paniquer, il la supplie de l'appeler. 2 heures après il a toujours pas de news, il lui dit réponds s'il te plaît à ton téléphone, mais au fond il comprend un peu ce qui s'est passé. 2 mois après le message disant qu'elle voulait marcher, elle lui renvoie des trucs et là elle utilise ce qu'il a dit dans la conversation le jour où elle est décédée, où elle rentrait pas du travail. Elle lui dit hey, tu es sur le chemin du retour? Emily, quand tu vois ce message, s'il te plaît appelle-moi tout de suite, s'il te plaît arrête, je commence à paniquer, s'il te plaît arrête, froid, je sais pas ce qui se passe, froid, gelé. Bordel de merde. Les dernières news qu'il a, c'est ce que je viens de vous dire et c'est la veille du jour où il poste sur Reddit l'histoire. Alors les gens vont lui donner des tas de conseils, vont lui dire mec vraiment ça va faire 1 an que t'es dans cette merde, arrête, coupe tout, quitte Facebook, stop. Sauf que Nathan il a envie de comprendre qui est en face de lui, qui lui fait cette blague depuis 1 an, qui le hante en fait littéralement. 2 mois après le dernier message disant qu'elle voulait juste marcher, Nathan a transformé sa page Facebook en Memoriam et là il reçoit une notification Facebook. Alors Nathan il ouvre ce putain de message.
et il tombe sur une photo de lui sur son ordinateur prise de l'extérieur de sa maison. Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité. Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Oh, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple. Je dis ça, je dis rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit! L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir. Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure. Si on trouve le courage, on vous tient au courant. Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Melissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle. Et à minuit 32, Melissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Melissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous. Ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors, ils vont émettre plusieurs hypothèses qui, effectivement, sont plausibles. Une fenêtre cassée? Bah oui, avec le vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés, ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense. Des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Melissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là. Pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Melissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans.
Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent, voilà, vraiment comme des voisins. Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement, elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé, comme si elle avait honte et Mélissa a pas voulu insister. Jusque là aucun problème, c'est normal. Mais attendez! Mélissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4e étage pour voir si elle aussi elle a remarqué. Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent. Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ces histoires. Mélissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe. 5 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte de Mélissa. En ouvrant, elle tombe sur Anne qui a l'air complètement perdue. Comme si Anne était allée toquer chez Mélissa dans le but de lui dire quelque chose et qu'au moment où Mélissa s'est retrouvée en face d'elle, elle avait oublié ce quelque chose. Mélissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série. Le lendemain, Mélissa commence clairement à psychoter, elle commence à se sentir mal et dans le hall de son immeuble, elle croise un couple de personnes âgées qui remarquent qu'elle se sent pas très bien et qui décident donc de l'inviter chez eux au premier étage. Ils vont alors expliquer à Mélissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années et que les gens ne restent jamais très longtemps, mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4e étage. Et ils vont dire étrangement que eux aussi se sentent pas très bien, mais que ça les dérange pas. Ok. Mais mec, si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis, t'es censé te casser gros. Du moins si t'en as les moyens. Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain. Mélissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas eu de nouvelles de cette dernière depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire. Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique. Il y a juste Mélissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées comme si elle était dérangée par la présence de Mélissa. C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Mélissa. Et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Mélissa, c'est la deuxième qui prend le dessus, empêchant la première d'envoyer un SOS finalement. Mélissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Elle toque apparemment depuis un moment, donc Mélissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer. Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et deviner qui c'est. Anne, qu'elle a vu seulement quelques minutes plus tôt. Mélissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir, ce que j'aurais aussi fait. Clairement. Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier. Alléluia. Le lendemain, elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir. Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas. Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir. Très bizarre comme comportement. Mélissa, dont je viens de dire le nom pour la 61e fois dans cette vidéo, je m'excuse, va alors retourner voir les petits vieux du premier étage qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar. Sauf que cette fois, ça va pas se passer comme prévu. Les deux personnes âgées vont dire à Mélissa qu'ils la trouvent très intrusive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire. C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle. Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Mélissa a tweeté il y a 6 heures. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant. Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble. Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant: beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîtes aux lettres. Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs. On a gagné putain. Les amis, 2 jours ont passé depuis la fin du thread, au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Mélissa et de cet appartement. Laissez-moi vous raconter. Mélissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble. Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct. Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé. La putain de voisine étrange de Mélissa s'est ramenée à ce moment-là, donc on comprend qu'elle a eu un peu peur. Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit. Mélissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe, de pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même. Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Il est 3h30 du matin et Mélissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du premier étage est allumé. Sauf qu'elle ne voit pas 2 ombres, elle voit 3 ou 4 ombres. Ses voisins étant des personnes âgées, autour de 70 ans, elle trouve ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis. Mélissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom mais dont des passages lui font penser à sa situation. On peut entre autres y lire: une entité ou un esprit, que l'on appelle aussi fantôme, peut se fixer dans les murs d'une maison ou de tout autre lieu et pollue la vie des personnes qui les fréquentent. Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers, portes qui claquent, fenêtres qui s'ouvrent sans raison. Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormale. Une attaque paranormale détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale, des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques. En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui. Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues. Elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est le démon qui agit et parle à travers elle. Alors est-ce que la voisine de palier de Mélissa ou les petits vieux du premier étage sont victimes d'une attaque paranormale?
On se le demande. Le lendemain, ça toque à la porte de Melissa. En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux. Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble, elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux, qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat pour X ou Y raison, peut-être juste ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là. Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne se parle trop. L'ambiance est un peu bizarre mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça. Melissa, ça l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose. Et puis aussi ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage qui, souvenez-vous, lui avait dit: allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça. Le temps passe à cette soirée, Melissa se fait un peu chier et d'un coup tout le monde commence à se prendre par la main. Melissa comprend pas ce qui se passe et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux. Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce. Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies. Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir mais cette dernière est bloquée et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce. Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire et elle se réveille parce qu'en fait elle venait tout simplement de faire un cauchemar à cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale. Tout ça c'était il y a 2 heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus. Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée. Et putain, j'ai envie de savoir la suite. Exorcisme de Michel Hanlise. Ouais, peut-être je vais me reconvertir dans la voix off, ouais. Il s'agit du cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire et l'un des plus documentés. Il y a même eu 2 films dessus tellement cette histoire est connue. C'est celle-ci qui m'a fait plonger dans le paranormal. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. Anneliese Michel est une jeune Allemande née le 21 septembre 1952 à Liedfling en Bavière. Je ne parlerai plus allemand, désolé. Elle fait partie d'une famille catholique très croyante et elle va jusqu'à faire pénitence pour faire pardonner les péchés des autres en plus des siens. Elle est vraiment impliquée dans le péché game, vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ses 16 ans, donc jusqu'en 68 où là elle commence à avoir des crises de convulsions. Elle est alors diagnostiquée épileptique par les médecins, mais ça ne va pas s'arrêter là. Son état continue de se détériorer, les crises sont de plus en plus nombreuses et il pense du coup qu'il y a un problème psychologique derrière ça, alors il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pendant 1 année. Ça ne s'améliore pas, c'est même pire qu'avant. En plus de ça, elle tombe en dépression, donc c'est vraiment la totale pour la pauvre Anneliese Michel, qui va alors commencer à parler de possession démoniaque. Elle va commencer à être persuadée qu'elle est possédée par des démons, à tel point qu'elle va se mettre à rejeter les symboles catholiques comme les crucifixes, la Bible, tout ça. Elle va se mettre à chier là-dessus, vraiment, comme si elle en voulait à l'église de ne rien faire pour elle, alors qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. Elle le crie sur tous les toits. Sa situation va ensuite s'arranger, elle va sortir de l'hôpital, elle va reprendre le chemin de la foi, elle va se remettre à prier, à croire, mais elle surveille ses arrières, elle garde quand même une petite fiole d'eau bénite, hein, tu vois, dans la poche arrière, au cas où il y a un démon, bam, dans la gueule. À partir de là, la pauvre, c'est une descente aux enfers. Oh, proprement parler, puisqu'on parle de démons et tout. Anneliese va se remettre à parler de possession démoniaque, même plus que ça, elle va commencer à dire qu'elle voit des visages démoniaques. Elle va se mettre aussi à entendre des voix d'entités diaboliques. Elle est convaincue que ses médicaments n'arrangent rien, elle en prend pour traiter ses problèmes d'épilepsie, pour traiter sa dépression, pour traiter même la schizophrénie, je crois. Enfin bref, les médecins, ils s'acharnent un peu sur elle, donc du coup, elle va arrêter d'un coup de prendre tous ses médicaments. Et c'est une très mauvaise idée. Pendant toutes ces années, l'église refuse de pratiquer un exorcisme sur Anneliese. Étant donné qu'elle est persuadée d'être possédée, c'est un effet très destructeur pour elle, mais en 75 un curé va porter l'affaire devant l'église et va les convaincre de pratiquer des exorcismes. Au cours des exorcismes, les prêtres diagnostiquent qu'il y aurait plusieurs entités qui sont rentrées dans le corps de Anneliese, entre autres Néron, Lucifer et Hitler. Le comportement d'Anneliese est de pire en pire, elle hurle, elle mord les prêtres, elle se met même à manger des insectes, elle va commencer à se mutiler aussi. Bref, tous les signes que l'église considère comme des signes de possession démoniaque, elle les a. Et surtout, il y a un enregistrement audio qui a été fait lors d'un exorcisme, et là on entend la voix de Anneliese, et qu'elle soit possédée ou pas, on s'en fout. C'est assez troublant parce qu'on entend quand même une personne en détresse. Je vous mets un très court extrait qui vous fera bader, mais pas trop non plus. Mais c'est vous dire à quel point c'est sérieux en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une légende. Le 1er juillet 76, Anneliese décède, elle meurt à l'âge de 25 ans après des années de souffrance, et cette histoire a fait d'elle le cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire. Ça c'est l'histoire comme les gens aiment la raconter, sauf qu'il y a un décor qui est beaucoup plus glauque après ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a commencé en mars 78 et qui a accusé en fait les prêtres qui ont pratiqué les exorcismes et les parents d'Anneliese de négligence, entraînant la mort d'une personne. Le procès était assez dingue et emblématique parce que ça opposait l'église qui parlait de faits surnaturels comme de possession démoniaque à la science, les médecins qui expliquaient que le comportement
comportement d'Annelise était lié à tous les médicaments qu'elle prenait et leurs effets secondaires, et aussi à l'arrêt brutal de cela, c'est-à-dire que c'est des traitements lourds, et quand t'arrêtes en plein milieu, ça met ton cerveau un peu en bordel. Résultat du procès, les parents d'Annelise et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y avait eu non-lieu, ça donnait raison aux prêtres d'avoir eu ces pratiques-là sur Annelise, et ça aurait surtout montré que la justice voit la possession démoniaque comme une réalité, et non plus comme un mythe ou quelque chose de paranormal, mais on n'a pas de preuve que ça existe vraiment. Voilà, c'est assez ouf comme histoire, ça opposait vraiment le paranormal et la science, et ce qui est horrible, c'est que les symptômes d'une possession démoniaque, si ça existe, sont vraiment très proches, voire exactement les mêmes que les effets secondaires de certains médicaments que tu prends quand t'as un traitement lourd contre certains problèmes psychologiques, entre autres. Donc du coup, ce procès était compliqué et ça rend l'histoire assez folle, et en tout cas, Agnès Michel, paix à son âme, et c'est horrible ce qu'elle a vécu, et voilà, que ce soit une possession démoniaque ou juste un problème psychologique. Histoire de Robert la poupée. Oh là là, cette voix. Robert the Doll, une histoire qui m'a marqué de ouf parce que c'est l'une des rares histoires qui contient une poupée hantée. Bah je crois que c'est la seule en fait avec Annabelle. Et surtout cette putain de poupée, elle a une gueule un peu atypique. On a souvent parlé de poupée dans les vidéos, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a designé ce truc? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là. Quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille. Et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée. Et elle est vue comme une personne qui pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie, c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors, Robert trouvait que la poupée lui ressemblait, donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom, Eugène. Pour moi, c'est un gros début de schizophrénie, mais ainsi soit-il. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée, cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas, ils en créent, donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard, les parents vont changer d'avis, parce que là, il va plus être question de simples petites conversations entre les deux. Ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Au calme, Robert, il prend un melon, mon pote, t'as jamais vu ça. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre, ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Au calme. Eh, t'es une poupée, tu redescends, mon pote, ok? Souvent, quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène, il avait rien fait. Du coup, il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui, elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise, il dit Robert did it, tellement. C'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon, c'est un adulte maintenant, hein, il a 30 ans, enfin tu vois, voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène, tu fais quoi là? Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure, et un jour elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très glauque, puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Ah ok. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne, ça va la rendre folle. Quelques années plus tard, Anne décède, paix à son âme, et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là, et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort, qui est devenu je crois un musée des horreurs ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait quand on passe devant, il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit, c'est génial l'histoire avec les poupées. Enfin c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire là m'avait aussi énormément fait kiffer, et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec c'est fou. Enfield Poltergeist. Eh, pas dégueu celui-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Ça vient du coup de l'allemand poltergeist, c'est le dérivé de poltern, qui veut dire faire du bruit, et geist, qui veut dire esprit. Il s'agit donc d'un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets ou autres phénomènes a priori inexplicables. Oui, j'étais sur Wikipédia. On bat les couilles. Nous sommes en 1977 à Enfield, une ville d'Angleterre. Peggy Hudson vit dans une petite maison avec ses 4 enfants, et elle va être témoin de phénomènes paranormaux. Ça va partir en couille, et j'adore cette histoire. Déjà parce qu'elle a inspiré mon film d'horreur préféré. Quand
Conjuring 2, et surtout parce que c'est le cas d'apparition de phénomènes paranormaux le plus documenté de l'histoire du poltergeist. En vrai, il y aurait matière à faire une vidéo juste sur cette histoire-là, mais vu qu'elle est extrêmement connue et que d'autres l'ont déjà fait, je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous dire les grands traits de l'histoire, et pour les curieux, vous irez voir en détail, mais c'est hyper intéressant. Peggy Hudson vit dans une petite maison à Enfield, comme je viens de vous le dire, et elle élève ses 4 enfants là-bas. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Nous sommes le 31 août aux alentours de 21h, donc c'est pas très tard en plus, et Peggy est posée dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend un crissement qui vient de la chambre des enfants. Elle rejoint la chambre en courant, les 2 enfants sont réveillés, relevés dans leur lit, et ils disent putain maman on a peur. Il faut savoir que la veille, ses enfants lui avaient dit ah maman au secours, nos lits bougent tout seul, au secours nos lits bougent tout seul. Cette fois-ci c'était la chaise qui apparemment bougeait toute seule. Peggy calme les enfants, elle regagne sa chambre et elle entend un petit glissement bizarre. Elle retourne dans la chambre et là il y a 4 tocs qui proviennent des murs de la maison, comme du cœur de la maison. Et là la commode, donc une commode c'est très lourd, qui est située contre un mur, se met à se décoller du mur et à bouger. Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée. Ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup Peggy, elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer. Elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc-toc qui vont continuer d'apparaître, mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23h, ils ont toujours pas d'explication logique, donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison, donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc-toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vit un enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent. Bref, ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross, qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal, est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit, c'est souvent autour de Janet que ça se passe. Et une nuit, Janet se réveille en hurlant. Elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer, mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer. Et au final, elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise. C'est ça qui est horrible. À partir de là, il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà, c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore! Commence le 20 août 2018 lorsque Nella Garcia dit avoir trouvé un téléphone. Elle pensait d'abord qu'il appartenait à la fille qu'on voit sur la page d'accueil du téléphone, mais en fait non, cette fille est morte aux États-Unis 8 ans avant. Alors qu'est-ce que son téléphone fait là? Ça commence si bien! Elle nous précise qu'elle a trouvé ce téléphone en rentrant chez elle à Madrid dans un parc. Comme il n'y avait pas de mot de passe, Nella elle commence à fouiller dans le téléphone pour trouver des numéros, des pistes en fait. Mais la première douche froide, aucun contact enregistré dans le téléphone. Comme s'il était neuf. Mais il est pas neuf puisqu'il y a la photo de cette meuf là en page d'accueil. C'est bizarre. En fouillant, Nella, tout ce qu'elle trouve c'est un compte Facebook et un compte Instagram. Et c'est comme ça qu'elle est remontée jusqu'à la potentielle propriétaire du téléphone. J'ai fait les guillemets comme un gros connard. Facebook et Insta sur lesquels il y a quelqu'un qui était logué, quelqu'un qui répondait au nom de, non pas Bella mais Marta Gutiérrez. Le contenu de son compte Insta est un peu chelou parce qu'il y a très peu de photos d'elle. C'est assez impersonnel, c'est surtout des photos de paysages et de bâtiments. Avec aucune légende et aucun commentaire. Et en plus elle suit personne et personne ne la suit non plus. C'est vraiment chelou comme compte Insta. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on en est là? Sans faire de jeu de mots parce qu'elle s'appelle Nella.
J'ai pas fait exprès, je suis fier de moi. Pardon, j'ai pas de quoi être fier, je devrais avoir honte. On oublie les jeux de mots de merde, Nella elle va avoir vraiment une bonne idée. Elle va faire une recherche d'image Google à partir de la photo de profil Facebook de Martha. Nella tombe alors sur un blog dont la photo de profil est la même photo de profil que le Facebook de Martha. Sauf que chose très bizarre, l'auteur du blog c'est pas du tout Martha, c'est Beatrice Williams. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le blog date de 2008 et c'est que des photos d'une étudiante américaine en voyage en Espagne. Et les photos sont exactement les mêmes que celles sur le Facebook de Martha. On en vient donc à la conclusion que Martha n'existe pas et que c'est juste quelqu'un qui a créé ce compte et qui utilise toutes les photos du blog de Beatrice Williams. Nella va trouver le mail de Beatrice dans la bio de son blog. Elle va lui envoyer un mail pour la prévenir que quelqu'un usurpe son identité et vole toutes ses photos pour les mettre sur un faux compte Facebook qui répond au nom de Martha. J'ai Bella dans la tête, ça influence toutes mes phrases. C'est pas Béatrice qui a répondu à ce mail, mais c'est son père. Et son père apprend à Nella que Béatrice est morte il y a 8 ans. Il avait déjà vu et signalé quelques comptes qui usurpaient l'identité de sa fille. Et il demande à Nella de faire de même pour que ses comptes soient clôturés. Ça veut donc dire que le téléphone que Nella a trouvé, il appartient pas à Béatrice, mais il appartient à Martha. Même s'il y a une photo de Béatrice en fond d'écran. Nella, elle veut donc retrouver cette fameuse Martha. Et aussi peut-être comprendre pourquoi elle a usurpé l'identité de Béatrice. C'est chelou quand même. Nella va checker dans le journal des appels si elle a émis ou reçu des appels d'un numéro. Et elle a uniquement émis des appels envers un numéro, mais beaucoup d'appels. En toute logique, elle va donc appeler ce même numéro pour essayer de retrouver la trace de Martha, la propriétaire du téléphone, et elle va tomber sur un truc parfaitement chelou. Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave. Oh, c'est quoi? C'est So dans la vraie vie en fait, c'est ça hein. Autre truc bizarre, Martha avait aussi reçu plein de SMS de ce numéro qui étaient des séries de chiffres et de lettres incompréhensibles. On pense donc que le tel appartenait à un escroc qui jouait à un jeu peut-être un peu dangereux ou flippant ou illégal, et que pour pas se faire choper par les autorités, il a usurpé l'identité de Béatrice qui est décédée. Comme ça, il risque rien si le téléphone est retrouvé ou si les appels sont tracés ou quoi. Ou alors, peut-être que c'était simplement à quelqu'un qui jouait à une sorte de jeu, vous savez comme ce jeu de merde là, le Blue Whale Challenge ou le Momo Challenge, qui sont des trucs mais nuls à chier, c'est horrible, ne faites jamais ça, c'est pourri. C'est des sortes de jeux où en gros il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis ensuite il va te voler des données personnelles, il va te mettre vraiment en danger, il va niquer ta santé mentale, et ça finit même des fois par des suicides. Alors voilà, petit message d'avertissement en passant dans ce thread, ne jouez jamais à ces jeux, c'est débile, futile, ça sert à rien, et les gens qui sont derrière ces jeux là sont démoniaques. Ce téléphone appartenait donc sûrement à quelqu'un qui jouait à l'un de ces jeux malsains là, un nouveau jeu peut-être. Alors est-ce que la personne à qui appartient le téléphone a juste jeté le téléphone et arrêté de jouer parce qu'elle a pris peur, ou alors est-ce que cette personne s'est faite éliminer parce qu'elle a vu un truc qu'il faut pas, elle a fait un truc qu'il faut pas dans le jeu et ça a dérapé? On sait pas. Il nous reste donc comme élément juste les séquences de lettres et de chiffres que le téléphone avait reçues par message, et il y en a au total 12. Vous savez très bien à quoi ça correspond, on est habitué des coordonnées GPS bien sûr. Quelqu'un va alors placer chaque repère sur une map et envoyer le screen à Nella, et ça donne un truc un peu abstrait hein. En tout cas tous les points correspondent à des endroits à Madrid. Nella va ensuite faire une découverte très intéressante. Elle remarque que chaque fin de série est constituée d'une date, d'une heure et d'une orientation. Nella va alors prendre l'une de ces séquences et tester sa théorie en mettant les coordonnées sur Google Street et en orientant la caméra dans la direction indiquée, en l'occurrence l'est, et boum, on obtient une photo du même point de vue qu'une photo qui se trouve sur le compte Instagram de Martha. Coïncidence? Non. Elle va tester avec tous les SMS et chaque SMS reçu correspond en fait à une photo de Insta. C'est lié, c'est évident. Les photos de ce compte Instagram sont des photos qui ne se trouvent pas sur le blog de Beatrice Williams, donc on suppose que c'est des photos qui ont vraiment été prises par la personne qui avait ce téléphone. L'enregistrement parlait de 12 épreuves, on en est à 11 photos. Alors Nella, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en charger. La dernière photo doit donc être prise le 21 août à 23h47 aux coordonnées indiquées par le SMS. Elle va taper les coordonnées sur Google Street et on tombe sur un parc. Il n'y a que des arbres, comme dans n'importe quel parc. Mais alors pourquoi il y a une heure précise pour prendre ces photos? C'est chelou. Elle va alors compter ce qu'il est possible de compter sur chaque photo qu'il y a sur le compte Instagram. Par exemple, sur une photo il y a une main, on peut y compter 5 doigts. Sur une autre photo il y a des tours et on peut en compter 4. Parfois sur des photos il y a même directement marqué un chiffre. Par exemple sur celle-ci où il y a marqué 81. Bref, quand on applique ça à chaque photo, ça nous donne pareil une série de chiffres qui sert sûrement à quelque chose pour débloquer une autre étape du jeu. On va voir ça après. Le soir même, Nella doit s'occuper de sa mère qui habite loin de l'endroit indiqué, alors elle va demander à des tweetos d'aller prendre la photo. Putain, elle met en danger ses followers quoi. Faut pas la suivre Nella, faut pas la suivre. Elle reçoit donc pas mal de photos, et point commun dans toutes ces photos, c'est qu'il y a un poteau sur lequel il y a marqué 361. On a donc le dernier nombre qui complète cette série. Elle envoie donc la série au numéro, elle reçoit un SMS qui lui dit clé incorrecte, mais tu n'es pas loin. On te laisse une dernière opportunité, réfléchis bien. Le coup de pression. En publiant la dernière photo sur Insta, Nella s'aperçoit que il y a certaines photos qui ont été prises de nuit et d'autres de jour du coup, parce qu'il y avait une heure imposée par photo comme on l'a dit, et tout ça a été fait de manière à ce que les photos de nuit forment un F. Nella, elle pense que c'est pas une coïncidence et elle veut ajouter le F au code. Elle décide de le mettre à la fin du code et elle envoie ça au numéro en question, et la surprise, un petit singe rouge choqué. Elle va donc rappeler le numéro et le message n'est plus le même qu'avant. Prueba número 7. Destripa al mono.
À partir de là, les énigmes s'enchaînent et je vais vous les raconter un peu en accéléré parce que ça dure vraiment 1000 ans et c'est abusé comme le jeu va loin. Et c'est abusé comment c'est dur, genre heureusement que Nella elle a plein de followers sinon elle aurait jamais pu trouver. Bon, Nella elle va donc analyser le code de l'image et elle va tomber sur une URL. En tapant l'URL dans son navigateur, ça va l'amener sur un site chelou où il y a un compte à rebours qui est en cours. Est-ce que le compte à rebours s'est déclenché au moment où elle est arrivée sur le site ou est-ce qu'il dure depuis que tout le jeu a commencé? On sait pas. Et en dessous de ce compte à rebours, il y a une indication, entrez la réponse ici. Quelle réponse? Faut qu'on tape quoi bordel? Elle est passée d'une épreuve à une autre, alors elle va rappeler le numéro et elle a bien fait parce que le numéro maintenant dit autre chose. Prueba número 8. La primera frase del primer libro. La première phrase du premier livre. Ok. Parallèlement, elle s'est fait hacker son compte Facebook et son image de profil et sa bannière ont été remplacées par des images de singes rouges. On suppose donc que les mecs qui y a derrière le jeu sont des putains de hackers. La première phrase du premier livre, il s'agit en fait de la première phrase du livre La Genèse, qui est la suivante. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Elle va alors taper ça sur le site et apparemment c'était le bon truc à marquer puisqu'elle va recevoir un mail dans lequel il y a marqué un code binaire. C'est quoi ces énigmes? Ça n'arrête plus. Et l'objet du mail est un peu creepy parce qu'il dit assure-toi d'avoir ta webcam allumée pendant que tu lis ce mail. Est-ce que t'as accès à ma webcam, connard de hacker? La webcam de Nella se met alors à clignoter. C'est un peu flippant, elle dit qu'elle redémarre son Mac et que ça continue à clignoter. Et des tweetos vont dire à Nella que le code binaire qu'il y a dans le mail, quand on le traduit, ça donne un lien Vimeo. Petit problème, la vidéo Vimeo, elle est en privé et il faut un code pour pouvoir la voir. Oui, on peut faire ça sur Vimeo. Les gens vont donc très vite comprendre que les clignotements de la webcam de Nella, c'est un second code Morse qui, lorsque on le traduit, nous donne le code qui permet d'accéder à la vidéo Vimeo. Ça va loin, bordel, moi mon cerveau là il pète. Moi le téléphone, je le refous dans le parc, je m'en bats les couilles. En tout cas, sa théorie était bonne puisqu'elle a pu accéder à la vidéo Vimeo et elle aurait préféré ne pas y accéder du tout d'ailleurs. Un mec avec un masque de singe s'est introduit chez Nella et sa mère. C'est clairement le pire truc qui peut t'arriver, hein. Trouver une vidéo où c'est un mec qui est chez toi qui te filme pendant que tu dors et t'as jamais su que c'était arrivé et tu le découvres et tu te sens très mal. À la fin de la vidéo, on voit très clairement le mec retirer la coque du téléphone de Nella et glisser un petit papier. Et donc Nella, elle va récupérer ce petit papier, elle va le tweeter et il dit un truc pas très cool puisqu'il dit nous la tenons, nous la ramènerons ici en fonction de toi. Viens seul, ne dis pas où et quand. Et à la suite de cette phrase, il y a marqué une adresse. Alors là, on commence à toucher à la fin. Ça part en kidnapping donc c'est chelou. Réaction humaine, plutôt que d'aller voir la police et de leur dire ce qui se passe, t'as peur que ça mette en péril ton proche. Donc tu fais ce que les méchants ils disent, voilà, tu vas au rendez-vous. Et c'est ce que Nella elle va faire. Et elle va en arrivant sur place prendre des vidéos de ce qu'elle voit parce que c'est très chelou. Quelle bonne idée! Bah on dans le coffre Nella, vas-y je t'en prie. Ça m'énerve là quand les gens ils sont stupides là. C'est comme dans les films, ça m'énerve. Elle va tweeter que la voiture a fait un arrêt et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté dedans, mais elle sait pas qui, quand, comment ni où ils vont. Les kidnappeurs de Nella vont alors la laisser dans un garage et se barrer. Et elle tweet une photo, elle nous dit bon voilà je sais pas où je suis, m'ont laissé là, y a personne, je sais pas quoi foutre. Elle va errer dans ce parking moisi complètement vide et elle va trouver un ascenseur. Et dans cet ascenseur il y a juste un seul bouton. Pendant que l'ascenseur monte sur l'écran, on voit le logo du singe rouge qui apparaît. Elle est peut-être au cœur du gang qui gère tout ça depuis le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Nella descend et elle filme tout de suite ce qu'elle voit et c'est putain de creepy, c'est genre vraiment un décor de film d'horreur. T'as vraiment pas envie d'être là de toute ta vie. Et là elle tombe sur un ordinateur. Écoute le son de la jungle avec un code à taper. Elle teste singe rouge, y'a rien qui marche et y'a un tweetos qui lui sauve la vie. Il a Shazam la bande son de la vidéo et apparemment c'est un titre interprété par Red Monkeys 2. Bingo, c'est le bon code. Est-ce qu'on arrive enfin à la fin et on va savoir pourquoi? C'est quoi ce jeu et qui sont ces gens? Un dossier qui porte le nom de Nella, pas une énigme. Pitié, y a pas d'énigme dedans. Nella tweet que d'après ce qu'elle vient de voir, la fausse Martha et le portable c'était juste des appâts dans le but d'attirer Nella à cet endroit. Et effectivement, on s'en rend compte dans la vidéo qu'elle publie juste après. Así que yo que... Est-ce que c'est la sirène qui marque la fin de toute l'énigme? Est-ce qu'on a enfin la clé qui va élucider le mystère? On n'en peut plus nous. Nella en manque de réseau va nous donner des nouvelles comme elle peut. Elle va nous dire qu'elle a fui l'immeuble, qu'elle est juste à côté, que l'alarme continue de sonner mais que des fois elle s'arrête pendant quelques secondes et que pendant ces quelques secondes elle récupère du réseau. Et à ce moment là uniquement elle peut nous prévenir de ce qui s'est passé. Elle tombe sur une sorte de grosse base où il y a des antennes comme un gros complexe télécom un peu bizarre. Du coup elle va appeler au moment où il y a du réseau le putain de numéro alors qu'elle devrait appeler la police totalement, je sais, on est d'accord. Et le numéro lui dit Prueba final.
Corrige la señal desde la jungla y serás libre. Elle va alors comprendre que ce qu'ils attendent d'elle, c'est qu'elle rétablisse le signal. Ce qu'elle nous avait pas dit, cette petite Maline, c'est que c'est une programmeuse, donc du coup elle s'y connaît bien en informatique. Elle va donc retourner dans l'immeuble au PC pour essayer de rétablir ce putain de signal et qu'on a enfin des réponses. Une fois devant le PC, elle résout le problème et là, on n'a plus de nouvelles de Nella pendant quelques temps. Mais quand elle en redonne, on comprend. Après avoir réussi à réparer le signal, les lumières sont allumées, l'alarme s'est arrêtée, la couverture réseau a été complètement rétablie, donc Nella a compris que le jeu était terminé. Elle a aussi compris qu'elle a été choisie parce que c'était une candidate parfaite et il le savait parce qu'elle avait partagé toutes les infos pour qu'il le sache sur ses réseaux sociaux comme tout le monde le fait. Elle comprend aussi que c'est pas la seule à avoir vécu ce truc là, il y a d'autres candidats aussi qui ont fait toutes ces épreuves. C'était des tests visant à recruter des gens dans l'organisation Red Monkey, le singe rouge là. En gros c'est carrément une secte qui travaille pour essayer de rendre internet plus sain, pour que les gens soient moins en danger, fassent plus gaffe à leurs données, que leurs données soient en sécurité, etc. Et leur manière de recruter étrange met en évidence le fait qu'on partage tous beaucoup trop d'infos à nous sur internet et qu'il est très facile de savoir quasiment tout sur quelqu'un grâce à internet. Par exemple, il savait que Nella elle adorait les énigmes et le mystère, il savait que sa mère elle était très importante pour elle, bon ça faut pas être un génie hein. A priori, il savait qu'elle réagirait comme ça, quelles compétences elle avait, donc elle était fort en développement, qu'elle partagerait tout sur Twitter et que tout le monde l'aiderait et relayerait ça. C'était pour eux une manière de savoir si elle était qualifiée et qu'elle pouvait rejoindre la secte hein, carrément, et participer aux centaines de milliers d'attaques virtuelles qu'ils vont faire sur tous les serveurs sur lesquels sont hébergées les données de tous les humains. Ah les amis, j'ai découvert une histoire formidable. Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sortie un peu dans quelques médias. Et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué. De quel mystère vais-je parler? Attendez, soyez patients, commençons l'histoire. Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit? Moi je connaissais pas avant cette histoire pour être franc avec vous. Il s'agit d'une petite ville du sud de la France. En 1950 il y a environ 4000 habitants. Il y avait 3 médecins, ce qui est pas beaucoup, ça fait un médecin pour 1000 personnes. Faut pas avoir une angine en même temps. C'est assez rural, ça vit essentiellement de la viticulture et la ville est très connue pour son pont, tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville. Pourquoi le pont est connu? Parce que l'histoire raconte qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont. Alors je pense que si ces deux entités existent, elles s'en battent un peu les couilles d'un pont. Après c'est mon avis, mais petit problème, le pont a été bombardé par les Américains pendant la guerre et du coup il y a plus de pont. Donc les habitants, les spiritains, je crois ils s'appellent Spiritini, merde, ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit même s'ils en construisent un provisoire. Mais voilà, tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville, d'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville et qui sont passionnant. Le 12 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise même pour certains. Bon, c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons. Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire, donc il leur prescrit une tisane de grand-mère et puis ça devrait aller mieux, sauf que c'est pas le cas. La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard, 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes. Et en plus, petite nouveauté dans les symptômes, il y en a qui en plus de ça font des insomnies, mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie. Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit, ni 2 ni 3, elle a duré 21 nuits. Lui, il a fait 21 nuits sans dormir. Normalement, tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations. Ah, retenez ce mot hallucination, vous allez voir, il va revenir. Bref, des dizaines de personnes font des insomnies. Normalement, pour Saint-Esprit, c'est une petite ville, à 22 h tous les gens dorment, mais là, c'est pas le cas. Là, tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens qui font des insomnies et qui parlent tout seuls, qui sont en plein délire et on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Petit à petit, un autre symptôme fait son apparition, les gens commencent à avoir des hallucinations. Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre le feu qui n'existe pas. Il y en a plein qui pensent être capables de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres. Bref, des hallucinations horribles qui mènent certains du village à la mort. La ville est prise de panique. Le bilan de tout ça, c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations, dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors face à ça, les médecins, ils perdent un peu leurs moyens, ils comprennent pas ce qui se passe. En plus, je le rappelle, ils sont que 3. L'infrastructure de Pont-Saint-Esprit, elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes qui font un bad trip en même temps. Cette nuit-là, les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses et en plus, elles sont de plus en plus incontrôlables. C'est vraiment des gens qui sont dans la démence, qui délirent totalement, qui bougent dans tous les sens, qui hurlent. Et c'est là que naît le mystère de Pont-Saint-Esprit. Il y a donc une enquête qui est ouverte et la première piste qu'on a est découverte par un professeur de médecine qui était en vacances au moment des faits, qui se rend à Pont-Saint-Esprit et qui fait le rapprochement entre les symptômes des victimes et une vieille maladie qu'on surnomme le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie qui date du Moyen-Âge et qui avait apparemment complètement disparu. Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux qui montrent des scènes horrifiques de gens qui sont victimes de cette maladie-là. Alors le vrai nom de cette maladie, c'est pas le feu Saint-Antoine, qui est un surnom parce que les victimes de la maladie ont l'impression de brûler de l'intérieur, c'est l'ergotisme. Le responsable de l'ergotisme, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon qui va se mettre sur le céréal et quand tu l'ingères, tu vas avoir des symptômes très similaires à ceux qu'ont eu les habitants de la ville de Pont-Saint-Esprit le 24 août 1951.
guérir. L'enquête va ensuite montrer que toutes les victimes de ces symptômes ont un point commun, elles ont acheté leur pain dans la même boulangerie. Est-ce que le pain aurait été confectionné à partir de farine contaminée par l'ergot de seigle? C'est possible, surtout vu le contexte, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France elle est en pleine famine, c'est une galère de nourrir tout le monde, donc la ressource principale c'est redevenu le pain. Cette piste de la contamination par l'ergot de seigle semble être la bonne. Le commissaire Sigaud de la police judiciaire de Montpellier est chargé de l'enquête et va donc aller vers la boulangerie qui semble avoir vendu le pain à tous ses habitants. Petit bémol, les boulangers ne choisissaient pas leur meunier, c'est-à-dire qu'ils recevaient de la farine d'un meunier qui leur était attitré, ils savaient pas d'où ça venait, donc c'est pas sa faute. Là le commissaire Sigaud lui il est malin, il en a dans le ciboulot et il va retrouver le minotier qui a confectionné cette farine, Monsieur Maillet. Il va l'interroger et bien le brusquer à tel point que Monsieur Maillet va faire des aveux alors qu'il a rien à se reprocher. Vous savez les enquêtes où c'est très médiatisé, où il y a beaucoup d'enjeux, on veut absolument trouver un coupable quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux alors que c'est pas lui le coupable, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un coupable aux yeux de la presse et de la population. Jusque là tout va bien, le mystère est résolu, sauf que un mois plus tard, l'expertise innocente Monsieur Maillet. Parce que les farines ont été analysées et il n'y a pas d'ergot de seigle dans ces dernières. Et là c'est très frustrant parce que l'affaire s'arrête là. Il y a plein de pistes mais elle mène à rien et les habitants de Pont-Saint-Esprit n'ont pas de réponse à leurs questions, ils sont comme des cons. Étonnamment, on va pas reparler de l'affaire pendant 60 ans. C'est seulement en 2010 que quelqu'un va reparler de l'affaire et c'est pas un français, c'est un américain qui s'appelle Hank Albarelli et qui enquête à ce moment-là sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Alors là vous allez me dire mais où est le rapport Lucas? On comprend plus là, on sait plus. Attendez, ça arrive, patience. Frank Olson qui bosse pour la CIA est un spécialiste des drogues dures et il mène de nombreuses expériences pour étudier leurs effets dans le but d'en tirer profit. Et comme par hasard, Frank s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Peu de temps après son passage en France, Frank entre dans une énorme dépression et répète à sa femme qu'il a commis une terrible erreur et il décède dans les années 1953 sans qu'on sache ce qu'il voulait dire par j'ai commis une terrible erreur. Peut-être empoisonner un village qui n'a rien demandé, Frank. Hank, qui je le rappelle enquête du coup sur la mort de Frank, va faire un rapprochement. Et si la CIA avait pulvérisé du LSD sur le pain de Pont-Saint-Esprit dans le but d'en étudier les effets à grande échelle? Je sais ce que vous pensez. Pour le moment ça vous paraît débile et inconcevable. Mais attendez, j'ai des infos pour vous. On va rentrer un peu dans la chimie mais vous allez voir c'est là où on se dit que cette idée elle paraît pas si comme. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes, dont un en particulier celui de l'acide lysergique. Ça vous dit rien, c'est normal moi aussi, mais il faut savoir que le LSD c'est un dérivé de l'acide lysergique. Donc les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Ça vous paraît donc moins bête que les habitants de Pont-Saint-Esprit n'aient pas été empoisonnés à l'ergot de seigle, mais aient peut-être été drogués au LSD. Pourquoi pas, mais ça manque de preuves. J'arrive, attendez. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est la course à l'armement et à l'arme nucléaire plus particulièrement parce qu'on a peur, on vit dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Du coup, toutes les nations du monde veulent être prêtes au cas où il y a une autre guerre qui arrive. La CIA, elle, va être intéressée par la manipulation mentale. Et si on mettait fin à un conflit sans qu'il y ait de combat, juste en arrivant à convaincre, en manipulant mentalement l'adversaire. Les US pensent donc que les effets hallucinatoires du LSD sont la clé de la manipulation mentale. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions? Frank Olson. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu abusé de tester les effets du LSD sur une ville entière. Mais il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les États-Unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Il y a un navire américain qui a bombardé la ville pour tester les effets d'une bactérie. Il y a eu 12 personnes hospitalisées, dont une qui est morte à cause de ça. Tout ça, bien sûr, dans le but de se préparer à une éventuelle nouvelle guerre. Les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont-Saint-Esprit font le rapprochement entre les effets de l'ergot de seigle et du LSD. Ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hofmann, pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit confirmer si c'est des effets du LSD ou si c'est des effets de l'ergot de seigle. Et devinez quoi? Selon lui, c'est clairement des symptômes liés au LSD. Ah! L'enquête avance, c'est bien, c'est satisfaisant quand l'enquête avance, vous avez vu? Attendez, elle va très vite arrêter d'avancer. Quelques jours plus tard, Albert Hofmann revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé. Que tout ça n'était pas lié au LSD mais à autre chose. Les US t'auraient pas mis un petit coup de pression, Albert? Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle qui était responsable de tout ça et pas du LSD? Bah là pour le moment moi je penche plus vers l'ergot de seigle, hein, clairement. Mais attendez, c'est pas la fin. C'est passionnant, non sans déconner, elle est folle hein, cette histoire. Alors il faut savoir que la CIA pendant des décennies mène un programme où ils font des expériences horribles et inhumaines sur des gens contre leur gré. Sauf que les expériences vont mener à rien et que petit à petit les victimes vont sortir du silence, donc tout le monde va commencer à savoir ce qui se passe. Cette situation va obliger Bill Clinton en 1995 à faire une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès de toutes les victimes de ces programmes secrets et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient secret défense. Devinez qui va mettre son nez dans ces documents?
Hank! Et bah oui, ça va peut-être l'aider à comprendre comment Frank Olson est mort. Hank trouve un document sur lequel on trouve et le nom de Frank Olson. Et dans ce document, 2 paragraphes parlent des événements tragiques de 1951 de Pont-Saint-Esprit. Et tous les paragraphes suivants sont eux grimés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Merde! Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas qu'un document parle et de Frank qui étudie les effets du LSD et de la ville de Pont-Saint-Esprit? Bah on sait pas. Peut-être que Frank a tout simplement été au courant de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et a étudié tout ça en se disant c'est du LSD qui a causé ça, on va quand même regarder les effets que ça a eu, même si ce n'est pas lui qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit. Petite cerise sur le gâteau, Hank va trouver un autre document dans lequel un employé du laboratoire Sandoz, le laboratoire pour lequel travaille Albert Hoffman qui a découvert le LSD, échange avec un agent secret américain. Et dans ce document, le dirigeant du laboratoire aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit ne seraient pas liés à l'ergot de seigle mais bel et bien au LSD. Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle et à quelques mètres de la ruelle il y avait des poubelles et souvent il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors c'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non c'est un one shot. C'est ça qui m'angoisse, c'est que ça peut vraiment nous tomber sur la gueule à tous ceux qui vivent au rez-de-chaussée, pas moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend toquer à sa fenêtre. Horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre, il est dos à celle-ci, il est pas face à celle-ci et ce détail a son importance. Pourquoi? Parce que les stores de Martin étaient usés. Genre il manquait, vous savez c'est des stores exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte, oh là je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte, en gros ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence. Il est trop malin. Déjà il est trop malin, c'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 tocs à sa fenêtre. Après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des tocs. Et à partir de là, Martin il comprend qu'il y a quelqu'un probablement qui le regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement si c'était un pote à Martin ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu t'amuses pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment là, Martin a un très bon instinct, il se dit, il faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là, je sais pas ce qui va se passer. Donc il ne se retourne pas, il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes et du coup lui il va jouer ce truc là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre puisqu'il est hors de la chambre et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux États-Unis, et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin il comprend qu'il y a deux possibilités, soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à rentrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, il a empêché d'entrer dans l'appart. Et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit: t'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir de sitôt. La mauvaise nouvelle c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but, on ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après-midi, Martin a foncé voir la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de, on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toque et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. À l'heure actuelle, Martin a emménagé et il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire.
C'est l'histoire de Lucie, mère de 2 enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle qui est venue avec sa fille. Là on parle pas d'une petite aire de jeu comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse aire de jeu avec un gros parking, à côté il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie il y a aussi une autre maman qui est là avec ses 2 enfants qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas, c'est un père de famille qui est là avec ses 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre, donc pour le moment aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà, c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'aire de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge-là, pour faire de la balançoire, faut être 2, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils, bah, y a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie, du coup, en tant que maman extraordinaire, se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là, il y a le garçon de 10 ans, qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille, qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot: salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui? Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord, étant donné qu'il a demandé à elle et pas directement à son fils, qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit: vas-y, ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. Il rejoint donc le fils de Lucie et il commence à faire de la balançoire avec lui. Et Lucie retourne se rasseoir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, Lucie, elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer parce qu'elle dit que le gamin, il avait une voix vraiment plate, il souriait pas trop d'intonation. Et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui et passe un bon moment, donc Lucie, elle est contente, hein. Après plusieurs minutes, Lucie, elle retourne sur le banc, donc au milieu des autres parents, et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils. Donc ça y est, ils se mettent enfin à parler. Donc elle se dit: bon bah ok, c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes. Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie, et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon que son petit garçon lui ait proposé à elle de jouer avec son fils et pas directement à son fils. Sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit: c'est pas du tout mon fils. Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes il est venu le voir et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas et que c'est très bizarre comme situation, et elle regarde vers la balançoire et surprise, son fils n'est plus là. Et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible. Lucie se lève, elle confie sa fille à son ami et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt. Sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'aire des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle. Et là, le petit garçon lui attrape le bras et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie, elle explique que son fils, il aime pas du tout être poussé ou attrapé ou tiré. Et que quand ça lui arrive, il se met vraiment en colère et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça, parce que en fait son fils du coup s'est vraiment énervé et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des 2 garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie et s'enfuit dans la forêt. Et Lucie peut enfin atteindre son fils et le prendre dans les bras et pleurer ses morts parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'aire de jeu. Les amis de Lucie entre temps ont compris que s'était passé un truc bizarre, etc. Et Lucie demande du coup à son fils: pourquoi tu l'as suivi, pourquoi vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Son fils lui explique alors que l'autre petit garçon voulait l'emmener aller voir Ryan. Ryan, c'est une chaîne YouTube pour enfants où en gros c'est un gosse qui ouvre des jouets qui s'appelle Ryan Toy Reviews. Et c'est apparemment la chaîne YouTube préférée du fils de Lucie et il arrête pas d'en parler. Et du coup, l'autre gamin a utilisé ça pour attirer le fils de Lucie vers la forêt en lui disant: hey, je sais où Ryan habite, viens, on va le voir tous les deux, c'est par là, suis-moi. Vu le jeune âge du coup et la naïveté du fils de Lucie, bah il a dit: ok, let's go, vas-y, on va pouvoir jouer avec Ryan, c'est génial. Et il l'a suivi. Comme pour la première histoire, ça a fini bien, mais du coup, on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces gens en fait. En l'occurrence, ce gamin, on sait pas du tout ce qu'il voulait, on sait pas du tout ce qu'il allait faire, on sait pas du tout si c'était juste un gamin dérangé qui agissait seul ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On sait pas, on a aucune réponse à ces questions là. Bref, mystère non élucidé et je pense un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas ou qui ont des parents qu'elle connaît pas quoi. Bref, ça me... voilà, moi qui voulais déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurai. Je ne veux pas avoir ces angoisses là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qui ont bougé, genre ah je pensais avoir mis le tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez les fameux étuis à couteaux dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup. Et ben les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing, donc elle a des fringues suspendues et des fois elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça mis bout à bout où en voyant ça elle s'est dit il y a un truc qui cloche qui est pas normal. Mais tu sais t'as pas vraiment de preuve
pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet par exemple sa robe dans son dressing, ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement, ranger sa veste dans son dressing, on le fait complètement par automatisme, vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit, pareil, enfin tout ce genre d'actions qu'on fait toute la semaine, tous les jours, on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup, tu te souviens même pas de quand tu l'as fait, mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là, elle se dit, bon bah ça se trouve, c'est moi quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc, je l'ai mis dans le mauvais sens et je m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver. Et ça m'arrive moi par exemple tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard comme ça, de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle se sent pas bien, qu'elle devient un petit peu parano, les choses ont arrêté de bouger d'un coup. Mais ça, c'était 2 semaines avant qu'elle écrive son histoire. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses. Ça peut vous paraître débile ce qu'elle dit, mais moi je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle, son chat, il lui miaulait dessus vénère. Un chat, c'est vraiment pas con, comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qui était un peu anormal. Et ça attire son attention. Elle se dit, tiens, c'est inhabituel. Les jours passent et un jour, Mélanie, elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir, son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant, hey, c'est sûrement à toi, t'as dû les oublier la dernière fois. Et son petit ami lui dit, non, non, c'est vraiment pas à moi. Badant. À partir de là, Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin, le dernier truc qui a été le déclic, où là ils ont décidé d'agir, Mélanie et son copain. Ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain. Après dîner, ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée. Et en arrivant devant chez elle, elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller. Et surprise, la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique, sauf que Mélanie explique qu'elle a un toc avec ça. Et moi je connais des gens qui ont le même toc, où en fait à chaque fois qu'elle part de chez elle, elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce toc là, puisqu'elle le fait même avec ses amis. Genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui, elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai toc vénère. Et là, le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé, elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà, c'est impossible que ce soit un oubli. Il y a quelqu'un qui est venu chez elle, elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Ils se précipitent alors tous les deux dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là, pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont bougé de place. Et là son mec se met à vérifier les ouvertures, donc les fenêtres, la porte coulissante, tout ça. Et bingo, il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle, qu'elle est pas folle. Bref, quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là, le truc de la porte d'entrée, ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit, elle explique que du coup elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police et elle demande aux gens des conseils en fait, de lui dire putain qu'est-ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui-là j'ai beaucoup lu l'espace commentaire et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure, n'hésite pas, fonce, ça prend une journée et let's go, tu vois, tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie elle est locataire et que pour changer sa serrure elle doit appeler son proprio et que du coup ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée. Et en commentaire il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement pareil, elle était en location, elle était pas propriétaire et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé, elle retrouvait des fringues par terre, elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle le rangeait. Et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu, cette personne là, elle sur son bureau range ses papiers d'une manière très précise, c'est un truc qu'elle fait depuis des années, c'est un toc qu'elle a, ça l'aide à se sentir bien, elle le fait tac tac tac. Un jour elle est rentrée, il y avait 2 papiers qui étaient pas au bon endroit et c'est là où elle a vraiment compris, elle s'est dit c'est impossible que ça vienne de moi, il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans, la meuf a installé des caméras de sécurité chez elle et bingo les jours passent et en fait elle découvre un jour dans les rushs des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle et qui essaie des tenues à elle, qui se maquille avec son make-up, qui utilise ses affaires etc. Et c'est absolument horrible, horrible. Elle est donc allée voir la police avec ces images, sauf qu'entre temps la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était fait griller et du coup elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer, pour pas qu'elle se retrouve elle dans la merde devant le tribunal parce que ce qu'elle fait c'est parfaitement illégal et horrible. Voilà, ça me fait bader parce que maintenant quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis, je vais me dire attends mais regarde Mélanie ce qui lui est arrivé, ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi, qui ai dû le mettre ailleurs, mais ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi. Première histoire très courte. Baptiste vit à New York, il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Petit schéma à l'appui. Approximatif. Il explique que ni lui ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement, mais qu'en tout cas aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez
Le problème arrivait avec cette pièce, vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York, et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens, quoi. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol et bref, elle a réussi à s'être démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillantes. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur, c'est officiel. Je les petits regards derrière. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça, quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalles de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qui se passait là d'où venait le bruit et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être deux yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée, mais qu'il sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond ou pas. Donc ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne, quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter devant la maison ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait comme début d'histoire? Si. Elle lui a notamment parlé de ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez. Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Mais alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie, elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse si ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là quoi, qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts, elle garde contact, il parle encore un petit peu. Et après quelques semaines elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim pendant qu'elle dormait a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli.
Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire complètement culpabiliser, qui s'est mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tim, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On n'aura jamais la réponse et j'espère qu'on ne croisera jamais son chemin. Alors les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire, celle où il y a giga méga intrusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mathilde, mariée à Valentin depuis plusieurs années. Rassurez-vous, Valentin est un homme charmant et très correct, et le truc creepy ne vient pas de lui. Mathilde est tombée malade, genre une grosse maladie qui la cloue au lit, et Valentin a voulu qu'elle prenne du repos pour se remettre de cette maladie. Ça rend toujours triste quand tu vois ton mec ou ta meuf qui est trop mal à cause d'une maladie. Tu lui souhaites le meilleur, tu veux qu'il se rétablisse, donc voilà, tu le pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé, et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que j'y vais pas. Ouais mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien réveillée et elle se rend compte qu'il fait très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux et elle entend la porte d'entrée se fermer. Elle est donc contente parce qu'elle se dit putain je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref tout va bien. J'ai peur, c'est ça va pas. Elle sait que c'était pas un rêve, donc elle envoie un message à Valentin pour lui dire putain j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre, elle lui explique de vive voix, il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde elle dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé comme vous le savez ça pleure et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2 h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui redemande donc d'aller lui chercher un verre d'eau. Et Valentin lui répond alors « Non, non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre et malheureusement le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après ça n'a toujours rien donné. Ils ont jamais retrouvé ce mec qui continue probablement à faire ça dans le quartier. En gros, Mathilde a rencontré un mec qui adore s'introduire chez les gens en cachette et regarder les femmes dormir. C'est bon pour vous? C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? C'est horrible.